Nous voilà arrivés à la 26e séance pour ce qui est du détail de la méthode de Kern, c'est-à-dire nous avons fait la séance précédente la présentation du calcul des coefficients de convection côté calandre, c'était la 25e séance, soit la 13e séance pour ce qui est du détail de la méthode de Kern. Nous abordons aujourd'hui un peu la fin de cette huitième séance et la 9e. Donc rappelons un tout petit peu ce que nous avons fait. En fait, dans la 8e séance, nous nous sommes attardés à déterminer les coefficients de transfert thermique dans les films, côté tube, mais également côté calandre. Nous avons dit globalement que pour avoir H1, soit on optait pour les corrélations, donc il fallait connaître le régime d'écoulement pour pouvoir savoir avec quelle relation empirique nous allions travailler. Ou alors il y avait à partir du facteur de Colburn, qui lui traçait le facteur de Colburn en fonction du nombre Reynolds pour les trois régimes d'écoulement. Et nous avons vu qu'il y avait cet abat qui nous permettait d'avoir, que ce soit en régime laminaire de transition ou turbulent, le facteur de Colburn, et que la seule difficulté était relative à la définition de ce facteur de Colburn. En effet, entre les auteurs, il y a une légère différence. Je vais la présenter rapidement dans un instant. Mais à partir donc de ce facteur de Colburn, je pouvais accéder au coefficient de convection H1, c'est-à-dire le coefficient de convection côté tube. Nous nous sommes ensuite intéressés au coefficient de convection dans le film côté calandre, H2. Et là, rapidement, nous avons opté pour le facteur de Colburn, bien qu'il existait une relation empirique que je présente ici, que voici, qui était valable entre 2000 et jusqu'à 10 puissance 5, mais que voilà, nous préférions travailler avec ce facteur de Colburn. Et comme je l'ai dit, il fallait faire attention dans la définition de ce facteur. En effet, cette définition diffère entre Kern, par exemple, où vous ne voyez pas apparaître le nombre de Reynolds. En revanche, pour le C-note, où lui définit ce facteur de Colburn avec un Reynolds au dénominateur, eh bien vous aviez une autre allure. C'est normal, j'avais expliqué le pourquoi, mais surtout, je vous avais dit que j'optais plutôt pour le C-note pour pouvoir déterminer mon facteur de Colburn, étant donné que le Kern a un degré d'ouverture de sa fenêtre, la fenêtre de la chicane j'entends, de 25%. Pour le C-note, il a fait un balayage en allant de 15 jusqu'à 45% pour ce qui est de BC, c'est-à-dire du degré d'ouverture de la fenêtre de la chicane transversale. Et nous avons dit que pour pouvoir calculer donc H2, il était plus intéressant de travailler avec ce facteur. Maintenant, pour pouvoir mener à bien la suite de ces calculs, il nous fallait impérativement déterminer la vitesse massique G2 et le diamètre équivalent DE. C'est ce que j'ai fait ensuite. Donc, rappelons que pour pouvoir accéder au nombre de Reynolds, il me fallait impérativement donc connaître la vitesse massique G2, mais pour cela, il fallait avoir la section de passage offerte côté calandre, et après avoir déterminé cette surface, en supposant que l'épaisseur de la chicane E était très petite par rapport au pas de chicane, sinon vous avez ici un B moins E, voici à quoi était égale cette vitesse massique. Celle-ci intervenait dans la définition du nombre de Reynolds. Un autre souci apparaissait, c'était la notion du diamètre équivalent, qui était défini comme étant 4 fois la surface offerte à l'écoulement divisée par le périmètre de transfert, selon bien sûr la définition de Kern. Eh bien, nous avons aussi donc déterminé ce diamètre équivalent pour les pas triangulaires et carrés. Pour le pas carré à 90 ou à 45 degrés, vous aviez cette expression, alors que pour le pas triangulaire à 30 degrés ou à 60 degrés, vous aviez cette deuxième expression. Armés de ces données, nous pouvions enfin déterminer H1 et H2. L'étape suivante, c'est là où on est arrivé lors de la séance précédente, c'est déterminer, il nous faut à présent arriver à notre fin, c'est-à-dire déterminons le coefficient de transfert thermique global côté
global de l'échangeur, c'est-à-dire U0 calculé. Et je m'étais mis délibérément dans le cas où les surfaces en contact avec les fluides en circulation s'encrassaient au cours du temps. En effet, la plupart des fluides de procédé, mais également de service, vont au cours du temps encrasser plus ou moins la surface d'échange. Et le matériau qui va se déposer sur les parois a évidemment une conductivité thermique qui sera inférieure à celle de la paroi, c'est-à-dire le matériau avec lequel sont constitués les tubes. Et tout le problème était comment allons-nous déterminer ces facteurs d'encrassement et cette conductivité thermique du matériau avec lequel sont constitués les tubes. Donc j'appelle ça U0 cal pour calculer, comme ceci. Et maintenant, allons dans le détail et présentons un tout petit peu la méthodologie pour avoir ces facteurs d'encrassement qui seront évidemment tabulés. D'abord, parlons un tout petit peu de cette surface d'échange S1 et S2, la surface latérale du tube interne côté intérieur et du tube intérieur côté externe. Donc S1, quand on corrige ces surfaces, puisqu'il y a un dépôt qui s'effectue sur les parois, il est égal à ça. Mais regardez s'il vous plaît, quand je vous présente ce facteur d'encrassement pour différents types de fluides, vous voyez globalement c'est quelque chose 10 puissance moins 4. En fait, dans cette remarque, vous voyez que ça correspondrait à du calcaire qui aura précipité sous forme de tartre et se dépose sur les parois à une épaisseur qui va être égale à 0,2 mm. C'est quelque chose qui est très petit par rapport au rayon des tubes. Par conséquent, en première approximation, nous pouvons supposer que S1 et S2 pourraient se réduire à 2πr1L et 2πr2L pour respectivement S1 et S2. Bien, allons à présent présenter ces fameuses tables. Elles sont présentes sur plusieurs ouvrages, par exemple dans la norme THEMA, mais également dans le Ludwig et le SINOD que je vais présenter là ci-contre. Aussi, par exemple, pour plusieurs types de fluides, les facteurs d'encrassement donnés ici dans la nomenclature, dans les unités anglo-saxonnes. Alors voici une autre page. Et vous avez pour le SINOT, cette fois-ci, ça sera donné dans les unités SI, ce facteur d'encrassement en mètres carrés degrés par watt. Et nous avons en page 662, nous avons également la conductivité thermique de quelques matériaux avec lesquels pourrait être fait le tube. Et vous voyez par exemple que pour le cuivre, c'est quelque chose comme 400 watts par degré mètre, alors que pour ce qui est du calcaire ou ce qui se dépose, c'est-à-dire du tartre sur les surfaces, c'est à peu près 1,3 watts par mètre degré. Et donc c'est pour ça que nous avons dit que la conductivité thermique du dépôt était très faible en comparaison avec celle de la paroi. Bien. Donc connaissant ces facteurs d'encrassement, les surfaces d'échange latérales et la conductivité thermique, je peux remonter au coefficient global de transfert de chaleur de mon échangeur. Donc je vais l'obtenir. Donc je vais pouvoir le calculer. Et l'étape suivante, dans l'étape suivante, il s'agira de vérifier si la supposition faite au niveau de l'étape numéro 3 est valide ou pas. Rappelez-vous, au niveau de l'étape numéro 3, nous avons supposé une valeur de U0 que nous avons appelée U0 estimé, EST. Alors allons-y. Je vais donc comparer cette nouvelle valeur calculée avec celle supposée au niveau de l'étape numéro 3. Je vais donc calculer l'écart par rapport à U0 estimé. Si on ne dépasse pas les 30%, si cet écart relatif ne dépasse pas 30%, eh bien, on pourra supposer que la supposition faite au niveau de l'étape numéro 3 est bonne.
et continuer à aller vers l'étape suivante, c'est-à-dire la 10e étape. Vers la 10e étape qui va être présentée lors de la séance prochaine. Autrement, si je dépasse cette fourchette, si je suis au-delà de 30%, eh bien il faudra reprendre les calculs, reprendre au niveau de l'étape numéro 5 et injecter, pour calculer la surface d'échange globale de l'échangeur, non pas U0 estimé, mais la nouvelle valeur nouvellement calculée, comme ceci. Donc je remplace U0 estimé, celui qui a été estimé au niveau de l'étape numéro 3, supposé au niveau de l'étape numéro 3, je le remplace par U0 calculé comme cela. Voilà. Donc résumons, l'étape numéro 9 est déterminante puisqu'il s'agit de faire un test pour savoir que est-ce que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent tient debout ou pas. Si, en comparant U0 calculé avec celui supposé au niveau de l'étape numéro 3, si nous voyons que l'écart relatif ne dépasse pas 30%, nous allons à la 10e étape, c'est-à-dire celle qui sera dédiée au volet hydrodynamique, c'est-à-dire en d'autres termes, les paires de charges, que je présenterai donc dans la séance prochaine. Autrement, si vous dépassez, si vous êtes à l'extérieur de cette gamme, eh bien il faudra reprendre à partir de l'étape numéro 5 en prenant comme nouvelle valeur du coefficient global de transfert de chaleur U0 calculé. Vous refaites tous les calculs et vous réestimez, vous recalculez plutôt U1 calculé et vous refaites le test. Si ça marche, si vous êtes dans cette gamme, tant mieux, vous allez à l'étape numéro 10. Autrement, vous refaites à partir de l'étape numéro 5 ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire injecter cette fois-ci U1 calculé. Voilà, nous avons donc terminé presque la méthode de Kern, puisque le volet thermique et même technologique a été abordé et fini. Il nous reste à présent au niveau de l'étape suivante le volet hydrodynamique à travers le calcul des paires de charges côté tube et côté calandre. Donc, si vous le voulez bien, nous allons résumer les 9 étapes auxquelles nous avons abouti. Les voici. Donc, ce qu'il fallait garder en tête, on ne va pas tout énumérer, mais juste au niveau de l'étape numéro 3, il s'agissait de faire une supposition quant à la valeur du coefficient global de transfert thermique de notre échangeur. Une fois qu'on a fait cela, après avoir mené à bien les étapes suivantes, nous sommes arrivés au calcul de la nouvelle valeur du coefficient de transfert global de transfert de chaleur, U0 calculé. Si l'écart relatif par rapport à U estimé ne dépasse pas 30%, ceci veut dire que l'hypothèse de base émise au niveau de l'étape numéro 3 est bonne et donc vous allez à l'étape suivante, étape numéro 10. Autrement, vous devez reprendre vos calculs en remplaçant U0 estimé par U0 calculé. Voilà globalement un peu ce qu'il fallait retenir de ces deux dernières étapes, c'est-à-dire l'étape 8 et l'étape 9. Comme je l'ai dit, j'ai pris le cas où il y avait un encrassement, puisque nous l'avons dit que la plupart des fluides de procédé, mais également de service, vont au cours du temps encrasser les surfaces d'échange, et que c'est pour cela qu'il était nécessaire, quand on faisait un dimensionnement, de surdimensionner votre échangeur, afin de tenir compte justement de cette baisse des performances de l'échangeur, et qu'une fois que nous avons fait ce calcul-là, nous déterminions si l'hypothèse numéro 3 était bonne ou pas. Et donc cette hypothèse, en fait, c'est le coup d'œil que vous allez avoir avec le temps pour pouvoir estimer le U0 au niveau de l'étape numéro 3. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur cela. La prochaine étape est la 10e, et c'est la dernière. Et avec ça, nous aurons donc clôturé ces 15 séances dédiées à la présentation détaillée de la méthode de Kern. Voilà, j'espère que c'était rapide, mais j'espère que ça a été bien saisi. Si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire. Si vous avez des remarques à faire également, laissez-les-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Prenez soin de vous et à très bientôt, je l'espère. Au revoir.